Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur notre antenne pour votre édition du soir et à la une de ce mercredi 26 octobre. Une semaine après la répression sanglante des manifestations qui ont fait au moins 50 morts et 300 blessés au Tchad, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, à l'issue de son sommet à Kinshasa, a désigné le président Tshisekedi comme facilitateur dans ce conflit. Mais l'issue de ce conflit n'est pas encore gagnée. En effet, les groupes rebelles ont rejeté toutes les résolutions du sommet de l'Afrique. Les détails dans un instant. Afrique et sécurité, la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique était placée cette année sous le thème « L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes ». Lors de ce forum, l'ex-président du Niger a vivement critiqué les Occidentaux sur l'aide au Sahel. Et enfin, le Cameroun prépare son adhésion au marché carbone. Un atelier sur la finance climatique a été organisé par le ministère camerounais des Finances. Des échanges qui ont réuni des représentants de la société civile, des directeurs généraux de diverses institutions étatiques et plusieurs chefs de départements ministériels. Et on ouvre cette édition avec le conflit au Tchad. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a été désigné comme facilitateur au processus de la transition politique. Le Tchad qui a connu jeudi dernier une journée de manifestations parmi les plus meurtrières qu'ait connu le pays. Ces manifestations ont fait en effet une cinquantaine de morts et la communauté économique des États d'Afrique centrale tente de trouver une issue au conflit. Les explications avec notre correspondant local, Louis-Marcel Satou. Cette deuxième session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC a été consacrée essentiellement au processus de transition politique en République du Tchad. Il s'agit à présent de remettre la transition sur de bons rails avec le peuple tchadien en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs et idéaux de l'Union africaine et de la CEAC, ainsi que des principes fondamentaux qui guident leurs actions en pareilles circonstances. À l'issue des travaux à huis clos, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette institution sous-régionale, a été désigné facilitateur au processus de transition politique au Tchad. La conférence exhorte les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Tchad, particulièrement l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine, à maintenir et renforcer leur appui diplomatique, financier, matériel et technique nécessaires au processus de transition dans ces pays. La mission de facilitation sera pleinement menée durant cette période de transition, a rassuré le président Félix Tshisekedi. Il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux d'ores et déjà vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. Et les groupes rebelles ont rejeté les résolutions du sommet de l'Afrique centrale. Le cadre permanent de concertation et de réflexion, qu'on appelle aussi le CPCR, et qui est une alliance regroupant une vingtaine de groupes rebelles, avait déjà boudé l'accord de paix de Doha. Et le dialogue national, elle a rejeté dans un communiqué publié ce mercredi toutes les solutions proposées par la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour mettre fin à la crise. L'ONU examine de près les pourparlers de paix en Éthiopie. Des pourparlers pour mettre fin à 2 ans de guerre. En effet, les rebelles tigréens et le gouvernement éthiopien ont participé mardi à des négociations de paix dans la capitale sud-africaine Pretoria. Voici un résumé du contenu de ces négociations avec Soukaina Askali. Les pourparlers de paix mettront-ils fin à 2 ans de guerre au Tigré ? C'est l'une des attentes de l'ONU qui scrute d'un œil attentif la situation. Dès mercredi, des discussions de paix entre les rebelles tigréens et le gouvernement d'Addis Abeba ont débuté à Pretoria, la capitale sud-africaine. Elles interviennent après une récente intensification des combats qui a alarmé la communauté internationale.
Après de nombreuses négociations avec les deux parties, nous avions élargi l'accès, mais dès que les hostilités ont repris, cet accès s'est considérablement réduit. Ce n'est pas tout, il y a aussi beaucoup plus de déplacements. Ces deux choses évoluent dans des directions opposées, moins d'accès et plus de besoins. Dimanche, une équipe de négociateurs tigréens est arrivée sur place en Afrique du Sud, suivie le lendemain par le gouvernement éthiopien. Pour Addis Abeba, ces discussions sont une occasion de trouver une issue pacifique au conflit et de consolider l'amélioration de la situation sur le terrain. Le TPLF demande, lui, une cessation immédiate des hostilités, un accès humanitaire sans entrave et le retrait des forces érythréennes. Les seuls mots qui décrivent notre accès aux personnes dans le besoin, dans le Tigré en particulier, sont très limités. Et il est très limité à cause des combats essentiellement entre le TPLF et l'armée fédérale. Ces derniers mois, la reprise des combats a interrompu l'acheminement de nourriture et de médicaments au Tigré, où vivent 6 millions d'habitants. Ils sont également privés des services essentiels comme l'électricité, le carburant et les télécommunications. L'Afrique réfléchit à son avenir, comme en témoigne la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, placée cette année sous le thème « L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes ». Alors cette édition du Forum international de Dakar a réuni cette année encore des dirigeants politiques d'une quarantaine de pays, mais aussi des chercheurs, des membres des forces de sécurité ou encore des représentants d'institutions afin d'échanger sur les immenses défis auxquels le continent doit faire face, ainsi que les pistes de solutions pour y répondre. Lors de ce forum, l'ex-président du Niger a d'ailleurs vivement critiqué les Occidentaux sur l'aide au Sahel. Les détails de cette rencontre avec Mathieu Nicolas. Après les paroles sans langue de bois du président sénégalais Macky Sall sur les insuffisances des instances internationales en Afrique, Mahamadou Issoufou, l'ex-président du Niger, y va également de sa critique. Cette fois, ce sont les partenaires occidentaux qui sont visés. L'ancien président du Niger, un pays du Sahel confronté aux groupes armés djihadistes, relaie le sentiment d'incompréhension des Africains sur l'aide massive accordée à l'Ukraine, alors que le Sahel aussi aurait besoin du même type de soutien. En Ukraine, et ça choque les Africains d'ailleurs de voir les milliards qui pleuvent sur l'Ukraine, alors que les regards sont détournés de la situation au Sahel. Quand on a mis en place, pour illustrer ce que je veux te dire, le G5 Sahel et sa force conjointe, pour rendre opérationnelle la force conjointe du G5 Sahel, il nous fallait 400 millions de dollars. On ne les a jamais obtenus. La veille, le président sénégalais Macky Sall avait plaidé pour une réforme de la gouvernance mondiale et une mise à jour de la doctrine des opérations de maintien de la paix, avec en première ligne une responsabilité des États africains dans la recherche de solutions. Même son de cloche chez Mahamadou Issoufou et aussi pour la chef de la diplomatie sénégalaise, Aïssata Tall Sall. Mais c'est bien d'être sur le menu. Mais le plus agréable, c'est d'être sur la table et de tenir la fourchette et le couteau, plutôt que d'être dans l'assiette. Eh bien, l'Afrique veut être sur la table et tenir la fourchette et le couteau. Comme ça, elle se servira elle-même plutôt que d'être servie ou d'attendre qu'elle soit servie. Le message est plus que clair. Visiblement déçu de l'aide occidentale et des instances internationales, de plus en plus de chefs d'État africains laissent entendre que l'idée d'une Afrique plus autonome en termes de gestion de crise serait nécessaire pour résoudre les différents conflits qui gangrènent le continent. Lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso veut procéder au recrutement de 50 000 civils supplétifs de l'armée pour combattre les djihadistes. Le pays a lancé cette semaine un appel pour recruter donc 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Ces supplétifs civils vont servir à renforcer les rangs de l'armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ils vont recevoir une formation civique et militaire de 14 jours avant d'être armés et dotés de moyens de communication. Le combat antiterroriste est affiché comme une priorité par le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir après un coup d'État mené le 30 septembre dernier.
Toujours au Burkina Faso, où après avoir nommé vendredi son nouveau Premier ministre, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a nommé hier un gouvernement de 23 ministres, dont 3 militaires pour diriger le pays, jusqu'au retour à un ordre constitutionnel en juillet 2024. Les détails avec Émeric Towignan. Les Burkinabés l'attendaient depuis l'investiture du capitaine Ibrahim Traoré et la nomination d'un Premier ministre. La liste du nouveau gouvernement est enfin connue. Elle a été dévoilée mardi soir par le secrétaire général du gouvernement dans le journal de la télévision nationale. Et je sais que l'attente, beaucoup de personnes attendent donc de découvrir la nouvelle équipe gouvernementale qui va conduire donc la transition aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le chef de l'État. Sur un total de 23 ministres, 5 de l'ancien gouvernement du président de transition déchu Paul-Henri Sandaogo Damiba conservent leur poste. 3 militaires y font leur entrée. Le colonel-major Kassoum Koulibaly est nommé au poste clé de la défense. Le colonel Boukari Zungrana, jusqu'ici commandant de la brigade de veille et de défense patriotique, hérite, lui, du portefeuille de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Il sera appuyé dans sa mission par le commissaire de police, Mahamadou Sana, ministre délégué chargé de la sécurité. Au département de l'environnement, le chef de la junte Ibrahim Traoré donne sa confiance au colonel des eaux et forêts, Augustin Kaboré. 5 femmes font partie de cette équipe gouvernementale censée conduire la transition jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel en juillet 2024. Ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et de Burkinabé de l'extérieur, Madame Olivia Ranyangwende Rwamba. Ministre de la Justice et des Droits humains, chargée des relations avec les institutions garde des Sceaux, Madame Bibata Nebie Newedrago. Ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Madame Aminata Zerbo Nesabane. Ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du genre et de la famille, Madame Nandi Somé Nedialo. Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective, chargé du budget, Madame Fatoumata Bako Traoré. Au nombre des 5 ministres du gouvernement d'avant le putsch du 30 septembre, maintenus à leur poste, figure Bassoma Bazié de la fonction publique, qui a été élevé cette fois-ci au rang de ministre d'État. Olivia Rwamba des Affaires étrangères, fortement impliquée dans les négociations qui ont abouti au chronogramme de la transition avec la CEDEAO, et son ministre délégué Karamoko Jean-Marie Traoré ont conservé également leur fauteuil. Robert Lucien Kargougou de la santé et Aminata Zerbo de la transition digitale ont bénéficié eux aussi de la confiance du Premier ministre Apollinaire Joachim de Tambela. Au Soudan, un an après le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour réclamer un gouvernement civil. Ils veulent rencontrer un déploiement militaire massif qui n'a pas hésité à tirer des gaz lacrymogènes sur la population. On fait le point sur la situation avec Mathieu Nicolas. Des cortèges de manifestants bondés, des chants et slogans véhéments à l'encontre des putschistes. Dans les rues de Khartoum, l'ambiance est délétère. La manifestation organisée pour marquer l'an 1 du putsch du général Abdel Fattah al-Burhan est ponctuée de heurts avec des forces de l'ordre. Un an après le coup d'État, la colère des Soudanais ne passe toujours pas et le message est le même. Pas de négociation ni de partenariat avec les putschistes. Il faut qu'ils dégagent. C'est la première fois dans l'histoire qu'on voit un homme mener un coup d'État et qu'il ne progresse pas d'un pouce en une année entière malgré le soutien de pays étrangers. Mais le peuple soudanais est déterminé, et surtout cette génération qui a décidé d'en finir avec les coups d'État militaires pour toujours. Toute la journée, mardi, et malgré une coupure d'internet, à Khartoum et aussi dans ses banlieues où de nombreuses routes étaient bloquées, les manifestants scandaient la même phrase : les militaires à la caserne. Dès l'aube, des barricades avaient été érigées pour ralentir l'avancée des forces de sécurité qui ont bloqué ponts et avenues pour empêcher un déferlement de protestataires
vers le palais présidentiel. Un an après le coup d'État, nous sommes descendus dans la rue pour tenir notre promesse aux martyrs. Nous avons réaffirmé que nous refusions par principe des coups d'État militaires et que nous refusions la présence des militaires dans notre vie politique. Face à une mobilisation d'une ampleur inédite depuis des mois, aucun tir n'a retenti dans la journée de mardi à la demande des chancelleries. Mais un manifestant a été tué, renversé par un véhicule militaire dans la banlieue de Khartoum. Ce décès porte à 119 le bilan officiel d'une année de répression au Soudan. Épidémie d'Ebola en Ouganda, la population s'inquiète alors que le gouvernement a confirmé des cas d'Ebola à Kampala. Ils sont maintenant 14 premiers cas confirmés dans cette ville. Au total, depuis la fin du mois de septembre, l'épidémie a déjà fait 44 morts. Même si les autorités se veulent rassurantes, les habitants, eux, s'inquiètent d'une maladie très contagieuse qu'ils ont déjà vue à l'œuvre en 2019. Personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un infecté par le virus Ebola, mais j'ai entendu dire qu'il existait. La façon dont vous avez vu Kampala, la population, vous ne pouvez jamais dire qui a Ebola et qui ne l'a pas, donc nous sommes juste protégés par Dieu. Je crois que le gouvernement fait de son mieux. Pour l'instant, je me sens personnellement en sécurité, je n'ai pas peur de l'épidémie actuelle. Je pense qu'elle est très bien maîtrisée. Si cela arrive à Kampala, ce sera triste parce que nous sommes nombreux. Ce que je demande au président de faire, c'est de trouver des médicaments pour nous, parce que nous avons de l'argent pour en acheter. Santé toujours, le Cameroun prévoit un objectif zéro polio dans les années à venir. En marge de la 34e journée mondiale de la lutte contre la poliomyélite, le Cameroun a fait le point sur la situation. Le pays se félicite du net recul de cette maladie sur son territoire. 0 cas enregistrés en 2022, mais la menace couve toujours. Une campagne de sensibilisation est en route pour échapper à la résistance du poliovirus très présent chez le voisin nigérian. Le récit de Mathieu Wamba et de Cyril Nguijoy. La poliomyélite reste une menace pour le Cameroun. En cette année 2022, alors que le monde célèbre la 34e journée mondiale de lutte contre cette maladie paralysante, les autorités camerounaises restent dans la sensibilisation. Lorsque dans les pays environnants, on a des cas fortement suspects, inévitablement on renforce nos immunités. Le poliovirus sauvage est donc en nette régression, mais la route reste longue car la maladie couve. C'est une maladie sous surveillance que le Cameroun récemment a éradiqué la polio. Le poliovirus connaît des mutations et de nouvelles formes sont à prévoir. D'où les efforts non contenus des autorités sanitaires du Cameroun de prévenir et protéger la population à travers la vaccination. La double dose de DT polio étant obligatoire au Cameroun pour les nourrissons. Si autour de vous, vous avez un enfant qui a une perte de la motricité, c'est-à-dire même une perte de la sensibilité, signaler à la formation sanitaire la plus proche. Même si c'est étiqueté comme un paludisme cérébral ou sévère. Il faut un adulte qui vous présente entre guillemets des signes d'un AVC. Il faut signaler toujours qu'on exclut cette poliomyélite. Si le Cameroun enregistre 0 cas en 2022, le pays reste néanmoins en vigilance orange car la présence massive de la maladie chez le voisin nigérian constitue une menace. Il faut comprendre que dans chaque chose, il y a ce qu'on appelle en français le renforcement. Il faut toujours renforcer l'immunité. Cette maladie continue donc de faire des victimes sur le continent à cause des idées reçues, la méfiance et les thèses complotistes véhiculées au sein des masses sensibles. Le Cameroun toujours qui prépare son adhésion au marché carbone. Un atelier sur la finance climatique a été organisé par le ministère camerounais des Finances. Des échanges qui ont réuni des représentants de la société civile, directeurs généraux de diverses institutions étatiques et plusieurs chefs de départements ministériels visant à planifier la contribution du Cameroun dans la lutte contre les changements climatiques. Chimène Baleba, Pierre Parfait Ndongo et Cyril Nguijoy. L'atelier sur la finance climatique, premier du genre, qui s'est ouvert à Yaoundé sous la houlette du ministère des Finances, vise à établir un chronogramme ambitieux pour faciliter l'adhésion du Cameroun au marché carbone.
Représentants de la société civile et directeurs généraux et chefs de département ministériels ont porté les réflexions sur la nécessité de mettre en place un cadre institutionnel et normatif dédié au financement de la lutte contre les changements climatiques. Le Cameroun est au cœur même, n'est-ce pas, du bassin du Congo. Et le Cameroun fait des efforts, n'est-ce pas, pour la sauvegarde de ses forêts. Il est question que le Cameroun puisse tirer avantage, n'est-ce pas, des efforts qui sont consentis. Donc, dans ce sens-là, en fait, il est question donc pour le Cameroun, en fait, les ressources issues de ces efforts-là viennent renforcer, n'est-ce pas, viennent renforcer notre budget. Dans ce sillage, le Cameroun projette faire du carbone une ressource additionnelle. Ainsi, le ministère des Finances prépare son adhésion au Fonds vert pour le climat. Des discussions sont également en cours pour l'adhésion du pays dans plusieurs guichets, à l'instar du don spécial sur les changements climatiques. Il y a des gros pollueurs, vous les connaissez, je ne vais pas vous donner les noms. Évidemment, à travers le mécanisme de transaction, n'est-ce pas, qui va s'opérer, le Cameroun pourra bien évidemment tirer avantage pour pouvoir dans quelle mesure est-ce qu'il peut bénéficier des remises de dettes. La finance verte est une question d'intérêt pour le Cameroun qui subit déjà les répercussions du réchauffement de la planète. Dans le Mayo Danaï, des centaines de foyers se retrouvent sans abri à cause des inondations. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale, commenté par Noël Ndong et Lorraine Mabou. À moins de 2 semaines de l'ouverture de la COP27 prévue à Sharm el-Sheikh en Égypte, les Nations Unies affirment que les engagements climatiques sont très loin de répondre à l'objectif de 1,5 degré Celsius, correspondant à l'accord de Paris. L'alerte des Nations Unies fait écho à la publication d'une synthèse des derniers engagements des pays signataires de l'accord de Paris. Pour le patron de l'ONU Climat, les États sont très loin du niveau et de la rapidité de réduction d'émissions nécessaires pour nous mettre sur la voie d'un monde à 1,5 degrés Celsius. Pour maintenir cet objectif, l'ONU appelle les gouvernements à renforcer le plan maintenant et à les mettre en œuvre dans les 8 prochaines années. La ville chinoise de Shanghai administre depuis ce mercredi un vaccin oral contre le coronavirus, le premier du genre au monde après des essais cliniques menés en Chine, en Hongrie, au Pakistan, en Malaisie, en Argentine et au Mexique. Approuvé en septembre, le vaccin oral anti-Covid est offert gratuitement comme dose de rappel pour les personnes déjà vaccinées. Les autorités espèrent que ces types de vaccins sans injection pourront persuader les personnes qui n'aiment pas se faire vacciner par crainte des piqûres. Une douzaine de vaccins nasaux seraient actuellement testés dans le monde. Le président français Emmanuel Macron a reçu mercredi le chancelier allemand Olaf Scholz pour tenter de relancer un tandem franco-allemand à la peine ces derniers mois, plombé par une série de différends allant de l'énergie à la défense sur fond de guerre en Ukraine. L'axe Berlin-Paris s'est quelque peu refroidi. Le porte-parole du gouvernement estime que la force du couple franco-allemand, c'est d'être toujours capable de s'entendre et de tirer l'ensemble de l'Europe vers le haut. Signe du malaise ambiant, la rencontre entre les deux dirigeants ce mercredi à Paris n'a donné lieu à aucune déclaration de leur part. En plein conflit avec l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a assisté par visioconférence à l'entraînement des forces de dissuasion nucléaire, soit des troupes chargées de répondre à des menaces, y compris en cas de guerre nucléaire. Ils ont procédé à des lancements pratiques de missiles balistiques et de croisières. Un missile balistique a notamment été tiré sur la péninsule du Kamtchatka, en Extrême-Orient russe, et un autre depuis les eaux de la mer Barents, en Arctique. On rappelle aussi que la Russie, puissance nucléaire, a souvent menacé à plusieurs reprises de se servir de toute arme à sa disposition en cas de menace existentielle pour l'État russe. Guerre en Ukraine toujours, le risque d'un accident nucléaire de type Tchernobyl est devenu une menace permanente. C'est l'alerte qu'a donnée le chercheur Édouard Joly, on l'écoute. On ne doit pas oublier le risque qui est devenu permanent d'un problème nucléaire civil, d'un accident, en particulier avec la centrale de Zaporizhzhia, où les ouvriers ukrainiens ont du mal à accéder aux installations, où il reste toujours ce risque de défaillance humaine qui entraînerait non pas l'emploi d'un nucléaire militaire, qui nous effraie et c'est bien normal, mais un accident nucléaire de type Tchernobyl.
Et on se quitte avec une triste disparition, celle du peintre Pierre Soulages. Il est décédé à l'âge de 102 ans dans la nuit de mardi à mercredi d'une infection pulmonaire. De Rodez à Montpellier, en passant par Conques et Sète, l'histoire de Pierre Soulages, c'est le mystère du noir. Il est devenu l'un des peintres les plus chers du monde de son vivant. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Le programme continue sur Télésud. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour le journal de la mi-journée. Bonne soirée à tous.